Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, le papa du breaking français, aka David Cola pour les intimes, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis au petit café là, tranquille. Il fait beau chez nous. On est bien. Je suis à l'école là, l'école de danse Crescent 13. Voilà, on est bien installé. Magnifique. Bon, bah, dans le sud, on peut dire que c'est pas une légende, il fait meilleur qu'un peu plus haut. Chez nous, il pleut. Par la fenêtre, on voit les gouttes d'eau. Mais bon, on est Bah, là quand même. ouais, on n'a pas si beau temps que ça hein, là depuis 2 jours. C'est bizarre un peu, mais bon, on va pas se plaindre non plus. On a la mer. On va pas se plaindre. Nous, on a les montagnes. Ouais, c'est ça. Je nous présente vite fait pour ceux qui rejoignent le podcast maintenant. Je suis avec Mathis, moi c'est Noé, on est du crew Next Tape. On est basé sur Pontcharra. Et le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P. Et c'est un podcast qu'on peut retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et même sur YouTube. Donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent si c'est le tout premier podcast. Et vous pouvez aller checker ce qu'on a fait avant aussi, tant que vous y êtes, si ça vous plaît. Je le disais, on est à Pontcharra sur Bréda. Je crois que tu connais un petit peu cette ville. Je sais pas si tu te rappelles à l'ancienne. Oui, je m'en rappelle très bien même. Il y a un battle qui s'appelait Collé au sol. Moi, je sais que je dansais pas encore. Collé au sol. Si je dis pas de bêtises, tu y as été et tu as fait un battle contre Lamine, entre autres, non? Exactement. C'est alors je sais même plus il y a combien de temps, mais c'est à l'époque où je faisais pas mal de connexions avec Crawl, avec Redouane justement. Redouane, c'est vraiment l'un des premiers b-boy aussi que j'ai eu en stage. Voilà, un jeune que j'ai eu à côté de moi pendant un certain temps. Et c'est grâce à lui aussi, avec le Sheila et tout, de faire les connexions avec cette région, quoi, cette belle région, voilà, qui est autour de Grenoble. Et du coup, Kader avec Pontcharra, quoi. Et ça ressemblait à quoi? Parce que nous, maintenant, on organise Who Got the Flower exactement dans la même salle, le Coléo. Mais j'imagine que ça avait rien à voir avant. Ça ressemblait à quoi le battle collé au sol? Si j'ai les bons souvenirs, c'était dans une salle avec une scène. C'est ça. Alors je sais pas c'est quoi comme structure municipale. J'ai vraiment moi j'ai le souvenir de la scène parce que à l'époque on avait aussi bossé avec Scad, Stylo Style. Il y avait quand même les musiciens. Et quand on avait dansé avec Lamine, il y avait les musiciens sur scène, mais on avait dansé aussi dans la fosse, quoi. Donc je pense que ça doit être une salle polyvalente, concert. Voilà, je crois que ça doit être ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le Coléo, c'est la salle de spectacle. Alors je suis pas sûr que ça a beaucoup changé depuis, quoi, mais c'est les générations qui ont changé. Il doit y avoir plus de b-boy, plus de monde, parce que alors moi, le seul danseur de Pontcharra, c'était Kader, quoi. Je connaissais pas trop de monde à part lui à Pontcharra. Ouais, il y a eu Kader. Ensuite, quelques années après, quand moi j'ai commencé la danse à Pontcharra, il y avait peut-être une vingtaine de danseurs, tu vois. Et maintenant, dans la région, il y a à peu près 300 jeunes, je pense, qui pratiquent le break et tout. Donc, Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir maintenant. D'ailleurs, si on fait un petit peu des sauts dans le passé, je faisais un bref calcul. Toi, tu as commencé la danse en 1984. Donc, un petit peu avant 84, c'est vraiment l'émission de Sydney. Du coup, moi, j'ai dû commencer fin 82, ouais, début 83. Tu danses depuis presque 40 ans, mec. Et ouais, on se fait vieux, barbe blanche. Ça pique, hein. Heureusement que c'est pas filmé, hein. D'un autre côté, tant mieux, on entend que ma voix. Ah, franchement, pour ceux qui s'informent à la caméra, il est frais, hein, David. On le voit, même à cet âge-là, il est frais. T'as quel âge, David? Et j'ai eu 49 là. Ok. Ouais. 49 et ouais, toujours en forme. Après, c'est un état d'esprit, on le dit tout le temps, c'est une façon de vivre, on est passionné, donc après on a la chance de faire ça à plein temps et de vivre de notre passion, ce que nos parents n'ont pas pu faire, ou des potes ou des gens voilà qui nous entourent, qui ont pas cette chance-là aussi. Même si automatiquement tu es obligé de faire des concessions, et ces concessions il faut aussi les garder, les faire évoluer avec ton âge, avec ton corps, accepter aussi d'avancer dans l'âge et de pas forcément être aussi performant. Mais voilà, le plus important, c'est de continuer à danser, de se faire plaisir et d'échanger avec la nouvelle génération. Moi, je trouve que c'est cool, quoi. J'ai pas envie d'être le vieux ancien danseur qui est là et avec un gros ventre de bière et voilà, quoi. Tu vois. Moi, je coaching le matin. Enfin voilà, j'ai une hygiène, quoi.
Mais c'est ouf. Parce que là, la dernière fois, je regardais une vidéo de toi et je me disais, c'est ouf parce que David, tu fais pas des gros moves, des grosses vrilles, tu fais pas des couronnes, Non. des trucs comme ça. Tu fais juste des moves flow sur le son et tout ça. Mais mec, tu m'as plus inspiré que tous les danseurs qui sont venus au Red Bull BC One, quoi. Bah D'ailleurs, merci à toi. Après, c'est des écoles. Moi, j'ai vite compris que toute cette facette technique du break, c'était pas pour moi, quoi. Donc j'ai bossé tête, vrille, ouais, vrille coude, voilà, les couronnes, les machins, mais mon corps, il avait mal, quoi. C'était de la souffrance, quoi. Tu vois, les poignets, le cou, le machin, c'est de la souffrance. Et du coup, voilà, tu sais que si tu continues, tu vas te bousiller le corps, quoi. C'est pas le but. Et voilà. Après, tu vois vite un peu tes points forts. Et c'est juste d'essayer de se dire que ces points forts-là, il faut qu'ils soient aussi forts qu'un mec qui arrive et qui fasse de la technique. C'était un peu, c'était un peu le combat avec Laos à l'époque, parce que j'étais souvent avec lui. On faisait beaucoup de battles ensemble. C'était vraiment le binôme avec qui j'ai beaucoup évolué et échangé et voilà, et passé des moments de vie ensemble. Mais on a appris l'un de l'autre et voilà, c'était pas facile quoi de se dire nous on rentre dans les cercles et quand on sort il y a pas un bruit quoi et le mec arrive il fait juste sautiller sur la main avec un freeze et il a retourné la salle. Mais d'ailleurs, on peut en parler, ça d'ailleurs, puisqu'on est dedans de ce que c'est que la construction d'un style, parce que ben, la culture hip-hop de manière générale et le break encore plus, c'est quand même une culture dans laquelle, quand on démarre, de par l'histoire que ça a aussi, la première nécessité, c'est de se créer sa manière de faire, au-delà des Ouais, bases qu'on apprend, son ouais, style. Et ce qui prouve qu'un style a réussi ou que quelqu'un a réussi à le construire, je pense que tu en es la preuve quand un danseur comme Matisse, qui lui est plutôt de la génération, il est dans la vingtaine, tu vois, ouais. et quand une génération comme celle-là regarde encore ce que toi tu fais, c'est quand même la preuve que le style est identifié, que le style est concret et cohérent, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu as construit petit à petit cette danse. Donc, on aborde ça par une question un peu métaphorique, mais si ta danse c'était un plat de cuisine, qu'est-ce que ça serait? Mais en plus, je compare tout le temps. C'est-à-dire quand je fais des stages, quand voilà, je suis en train de transmettre, essayer de faire passer un peu des messages aussi sur des terminologies qui sont pas évidentes. Quand tu parles de groove, de feeling, il n'y a pas de représentation. Et je parle toujours de la bouffe, quoi. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon de faire comprendre aux gens que bah, s'il n'y a pas de goût, bah tu vas pas le manger, quoi. Ou si tu manges du riz tous les jours, à un moment donné, tu vas en avoir marre, quoi. Donc c'est pour moi c'est un truc qui est logique. Les mecs ils font que de la technique. À un moment donné, ils vont vite se rendre compte que déjà derrière la génération elle avance beaucoup plus vite, donc ils sont beaucoup plus performants et ça tire derrière. Et puis ils vont se rendre compte aussi que leur corps, bah, il commence aussi à vieillir. Ils peuvent plus faire forcément pareil. Donc c'est la vie, enfin le technicien sur le long terme, bah, c'est un peu éphémère à un moment donné parce que il va être obligé de, à partir. Moi, je parle toujours de la trentaine. C'est vraiment un âge qui est important, la trentaine, parce que c'est là où si tu commences à mettre en place des choses, tu peux continuer. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait, euh, et je l'ai fait parce que j'ai eu la chance d'être dans une grande compagnie avec Franck Delouise et on a joué Drop It et Drop It ça a été vraiment voilà, un chef-d'œuvre, un classique dans la scène hip-hop. Et je me suis rendu compte que je pouvais plus boire du coca, manger des kebabs, des merguez, parce que tu as 10 dates dans le mois et que tu fais une heure et que des fois tu as 2 dates dans la journée. C'est plus possible, quoi. T'es mort, quoi, physiquement. Moi, j'avais déjà 27 ans à l'époque et j'ai dit au gars, moi, c'est mort, quoi. Je peux pas. C'est là que je me suis rendu compte que c'est pas possible. Il va falloir mettre en place des choses pour pouvoir durer, quoi. Donc, pour revenir à la question, c'est ta palette de couleurs, quoi. Après, rester que dans une technique, enfin, même moi, rester que dans le footwork, ça marche pas, quoi. Faire que du footwork, il va falloir que je travaille d'autres trucs aussi. C'est ça. C'est la polyvalence qui est important, je pense. Mais d'ailleurs, on le voit dans ta danse, et peut-être que tu peux nous raconter toutes les danses par lesquelles tu es passé et que tu pratiques encore, mais, euh, mais on peut voir des qualités de corps qu'on ne voit pas dans les basiques de break. On peut parler notamment
du popping, du fait d'arrêter ton corps de manière très très nette, qui est quelque chose qu'on voit rarement dans des breaks puristes, on va dire. Le fait d'isoler des parties et de bouger l'intérieur du corps, alors qu'à la base, nous, dans le break, on a plutôt tendance à bouger dans l'espace. J'ai l'impression que tu as tout un tas de bases aussi de tapping avec les pieds que t'ont apporté les claquettes. Voilà, la question que je me pose, si déjà peut-être tu peux répondre en disant tous les styles de danse par lesquels tu es passé, mais ensuite la question que je me pose, moi, c'est comment tu fais des choix pour, parmi tout ce que tu sais faire, choisir ce que tu vas faire à un moment donné précis. Tu vois, il y a forcément des choses que tu choisis de faire, des choses que tu choisis de pas faire dans ce que tu apprends. On peut pas avancer tous ces sacs en même temps, en fait. Il faut être. Moi, je le vis aussi sur des moments. Ça veut dire, j'ai un exemple quand en 98, j'intègre Ikenji. Enfin moi avant, j'étais dans un point c'est tout. J'avais effleuré la house, tu vois. Et puis musicalement, tout pour moi, c'était pas du hip-hop, quoi. Mais quand je suis rentré dans Ikenji, que j'ai connu Rabat, Didier, Tamac, et c'est les pionniers dans la house en France, et c'est eux qui m'ont formé, quoi, qui m'ont fait découvrir et qui m'ont fait aimer aussi. Parce que des fois, on n'aime pas forcément des danses, on n'aime pas forcément les musiques, mais c'est peut-être parce qu'on n'écoute pas les bonnes, et peut-être parce qu'on n'est pas avec les bonnes personnes aussi pour nous faire découvrir ça. Donc c'est important, les gens qui véhiculent autour de toi et qui vont peut-être te donner ce plaisir aussi à goûter ce plat, quoi. Parce que si on te fait un riz-curry mais mal dosé, tu vas te dégoûter du riz-curry, quoi. Alors que ça défonce un bon riz-curry. Donc c'est ça le truc. Moi, la house, pour moi, c'était de la techno, quoi. Fallait pas m'en parler, quoi. Puis je les voyais danser, on rigolait avec leurs cheveux longs, voilà, on leur disait que c'était des gays, quoi, tu vois. C'est un délire. Enfin voilà, c'est t'en rigoles après, quoi. Mais il y a une vraie culture, il y a des vrais steps. Et moi, quand j'ai vraiment commencé à prendre les cours à Rabat, à Cité-Véron, à Paris, je ressemblais à rien. On aurait dit un beat gym qui voulait groover, quoi. C'était horrible. Et Rabat, et voilà, on en rigole encore maintenant. Mais c'est ça aussi. Moi, ils ont réussi à débloquer dans mon corps aussi des parties et aussi une inspiration qui m'a servi. Parce qu'en fait, on fait plein de ponts avec tout ça entre les steps, parce que ça reste du step, en fait. Quand on parle de step, tu peux faire du top rock, tu peux faire des shines de salsa, tu peux faire du mambo, tu peux faire des steps de swing. Voilà, il y a le step, ça reste juste des mouvements de pied. Et quand tu regardes les échanges que tu peux faire avec d'autres styles, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la musique et l'énergie qui changent. Mais des fois, les steps, ça reste les mêmes, quoi. Des crossovers ou des mouvements d'ouverture, ça fait de la nuit des temps qu'on fait ça, quoi. Donc après, ce mélange, il est intéressant parce que moi, avant tout, je kiffe la musique. C'est vraiment mon leitmotiv, quoi. Ça veut dire, moi, j'ai été bercé dans le son, quoi. C'est H24. Je suis vraiment un drogué du son, quoi. J'en écoute tout le temps. J'ai des enceintes dans toutes les pièces de ma maison. Enfin voilà, quoi. Il faut qu'il y ait du son tout le temps, quoi. Ouais, c'est aphrodisiaque le truc, quoi. Et si tu kiffes autant la musique, comment ça se fait que la discipline principale que tu fasses, ça soit de la danse? Ouais, et ben c'est une bonne question parce que quand j'étais minot, tu vois, moi mes parents ils m'ont eu super jeune, quoi. Mon père il avait 19 ans, ma mère elle avait 20 ans. Je suis né dans un groupe d'amis et j'étais le seul minot, quoi. Et autour d'eux, il y avait un gars qui avait le premier magasin de la baguetterie, c'est l'un des premiers magasins de musique à Paname. Et Olivier, il m'a mis des baguettes dans les mains à 4 ans et je tapais comme un fou. Et ils auraient tous pensé que j'allais être batteur, quoi. Moi, quand je revois ces photos de moi en train de taper sur des poufs ou d'aller dans le festival de batterie et de taper dans la... en fait, non, je sais pas. Je m'y suis mis un peu je m'y suis mis là, je refais de la batterie, je prends des cours et tout, mais non, c'est passé par le corps. Alors, je sais pas, peut-être c'est parce que ma mère elle danse, parce que mon père aussi, parce que ma grand-mère il danse. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu ça aussi autour de moi qui a fait que voilà, c'est des anecdotes. J'allais voir ma grand-mère et elle me disait toujours danse, tu vois, voilà, elle mettait de la musique et elle me disait de danser, quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui influence aussi
Peut-être s'ils avaient fait tous de la musique, ils avaient, je sais pas moi, du saxo ou du piano à la maison, j'aurais peut-être glissé dans le son, enfin j'aurais peut-être été plus musicien que danseur. Mais je pense que ça a joué aussi sur mon influence, ouais. Mais donc, pour revenir sur les choix, du coup, pour mettre en avant la musique, tu as choisi la danse. Et tu le disais, tu as traîné avec les pionniers de la house, tu as traîné avec les pionniers d'autres styles de danse. Qu'est-ce qui t'a plu tellement dans le break que tu décides de prendre le break pour dominante? La coupole. La coupole. Ok. Ouais. En fait, pour revenir un peu dans le début, en 80, on bricole quoi. On fait un peu de tout et n'importe quoi. On bouge la tête, on fait un peu des mouvements comme ça. Après, on va au sol, mais on fait n'importe quoi. Enfin moi, je faisais pas de break au début quoi. On cassait, on faisait du smurf, on était dans ces formes-là parce que les grands et parce que les gens avec qui j'étais dans mon quartier, on était sur ça. Après, ça a vite évolué pour moi parce que j'ai eu la chance d'aller à l'émission de Sydney. Et à partir de là, voilà, je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait faire avec son corps, avec le hip-hop. Parce que il y avait déjà les PCB, il y avait déjà des gars qui étaient quand même avancés, qui avaient eu plus d'informations et, aussi qui avaient déjà un niveau, quoi. Donc, quand tu voyais Solo, départ coupole, hop, il tournait sur le dos, enfin voilà, ou Nico, voilà, à un moment donné, il y a ça qui fait aussi que visuellement, ça te met une claque. Et après, le vrai truc, c'est quand j'ai été voir Biscuit, quoi. Quand j'étais voir Biscuit au cinéma, c'est simple. Moi, je suis pas resté qu'une séance, quoi. Je l'ai vu 2 fois le film. C'était impossible de sortir et de pas voir une autre séance, quoi. Donc il fallait revoir la scène du Roxy. Quand tu les voyais sauter en coupole, bam, 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 tu te dis mais comment ils font? Le carton dans la chambre à se défoncer pendant. Yuval, il le dit souvent. Je suis le premier au quartier à avoir fait coupole, moi. Je C'est vrai? suis. Ah ouais, tu demanderas à tous ceux de mon quartier. Voilà, c'est moi. Au niveau du break dans mon quartier, c'était moi. Voilà. Ton quartier, c'est le cas, parce que maintenant tu vis à 20e. Marseille, Moi, mais je suis de l'Est parisien. J'ai voilà. grandi entre Porte de Montreuil et Porte de Bagnolet. Mon quartier, ça s'appelait la rue Félix-Terrier. Et autour de mon quartier, il y avait d'autres quartiers. Il y avait le Clos, il y avait le Score des Quarts d'Heure, le Boulevard, où justement, il y avait Scott, le frère de Joe Star, Yuval qui habitait en face de chez moi. Enfin voilà, il y a quand même une dynamique qui était là, quoi. J'ai eu la chance aussi de pouvoir vite progresser parce qu'il y avait une dynamique de danse et le hip-hop, il était très très présent dans le quartier, quoi. Je savais où aller pour pouvoir danser, voilà. Et puis à cette époque-là, les grands, ils prenaient aussi soin de toi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même en sixième, quoi. En sixième, voilà, je rentrais le soir, il était 22h, le lendemain j'allais à l'école, j'étais décalé, quoi. Enfin moi, ils ont voulu me faire tripler la sixième, c'était une catastrophe. Voilà, l'école, ça existait plus pour moi à cette époque-là. J'étais H24 en train de m'entraîner dans les halls. Enfin, je remercie ma mère, quoi, parce que franchement, elle a été cool, quoi. Mais de ouf, parce que j'étais tout le temps dehors. C'est un truc de fou. Je rentrais pour dormir. Des fois, c'est des grands ou des grandes aussi, parce qu'il y avait des filles qui me ramenaient à la porte de chez moi, et voilà, quoi. Donc, je faisais des shows de rue. Enfin, voilà, on a passé des époques, enfin, des étapes du hip-hop dans les années 80 qui étaient quand même fortes, quoi. Mais moi, c'était la coupole. Il a fallu que j'ai cette coupole. Pour les Parce gens que je qui... savais que c'était la phase à avoir, quoi. Tu nous expliques, enfin pas à nous parce qu'on sait ce que c'est, mais pour des gens qui connaissent pas le break et qui juste vont entendre l'audio, comment on explique ce que c'est qu'une coupole? En fait, nous, on avait donné un nom qui s'appelait le moulin à vent. Donc, ça veut dire que, voilà, tu restes en écart et tu t'aides de cette rotation qui va faire que tu passes sur le dos et sur les bras et que les jambes elles restent en ouverture et que tu tournes comme ça, comme un moulin à vent. Un truc qui s'arrête pas, quoi. Et en fait, c'est ça, ce mouvement, ouais, ce mouvement au sol qui fait que,
voilà, il y a un truc qui glisse, qui tourne, qui est dynamique et où les jambes bougent pas. Et après, bah, tu finissais en backspin, le tour sur le dos et avec ton petit freeze de fin, quoi. Mais moi, quand je dis la coupole sautée, ça a été, je la faisais tout le temps à l'école, tout le temps. Moi, je sortais de l'école, les gars ils m'attendaient en face pour me défier. Voilà, moi j'étais prêt tout le temps, quoi. J'étais tout le temps prêt et j'étais tout le temps avec des grands. Donc du coup, j'ai eu la chance peut-être de grandir trop vite, mais en tout cas, j'ai vite progressé. C'est-à-dire que les gens dans Paris, ils nous connaissaient, quoi. Moi, j'étais avec Blaise, Bouddha, on est les gars de cette génération, quoi, tu vois. Et tous ces gars avec qui t'as dansé, avec qui t'as commencé, après vous avez formé un crew ou pas? Alors non, c'était très compliqué en fait, parce que déjà on n'habitait pas tous au même endroit. Moi, j'avais la chance d'être sur Paris, donc pour moi, c'était beaucoup plus facile d'aller à Marcel Samba, c'est là où il y avait l'émission de Sydney, donc c'était la ligne 9. Moi, je la faisais de Montreuil, je traversais Paris, quoi. C'est la ligne la plus longue, la 9. Donc de Montreuil jusqu'à le 16e, je tapais 1 heure de métro pour aller à l'émission. Sinon, j'allais au Troca, c'était encore la même ligne. Donc pour moi, c'est quand même cool parce que je n'habite pas comme Blaise à Aulnay dans les 3000 où il va falloir que je prenne le RER. Ou, enfin voilà, à 12 ans, 13 ans, enfin voilà, c'est pas pareil, quoi. On est dans les années 80, quoi. C'est un autre délire. Donc, ouais, pareil, la salle Paco Rabanne, c'était, je sais plus, c'était quoi, Colonel Fabien, c'était pas très loin de chez moi non plus. Donc, moi, j'étais quand même à la limite de la banlieue, quoi. J'étais vraiment à l'est de Paris. Donc, pour moi, c'était cool. J'ai vraiment eu cette chance de vite connaître le plan de Paris et de prendre le métro. On l'a mangé, le métro, hein. On en a fait. Et ensuite, de fil en aiguille, j'imagine que tu te retrouves à faire des battles. Les battles, ça a pris quelle place dans ta carrière de danseur? Bah, à cette époque-là, si on est dans les années 80, on fait beaucoup de défis. Voilà, les gens ils viennent vers toi, ça répond. Dans les soirées, pareil. Donc moi, j'étais trop jeune à l'époque, mais quand j'allais le peu de fois où j'étais au Bataclan, ben je voyais un peu les gars. C'est un petit peu après, quoi. Moi, à cette époque-là, j'avais pas de crew, mais j'avais mon gars. En fait, c'est marrant, mais quand je retrace un peu l'histoire, j'ai eu beaucoup de binômes en fait dans ma carrière. Beaucoup de binômes. C'est-à-dire que à cette époque-là, j'étais avec mon pote Pascal. Lui, il était à la Courneuve et on se voyait à l'émission de Sydney. On a connecté, on avait le même âge et bah du coup, nos parents ils se sont rencontrés. Il dormait chez moi, j'allais chez lui. On s'entraînait et du coup, on a monté des petites chorés. J'ai des photos de ça. J'avais posté aussi où on est tous les deux en train de danser. On a dansé pour une chanteuse américaine sur les champs. On a été dans des boîtes. Enfin, on avait des petits plans déjà. On a fait des pubs. Enfin, on a fait des trucs incroyables, quoi. Moi, j'étais décalé, j'arrivais à l'école, enfin, les gens ils me regardaient, j'étais un ovni, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois, t'es là, tu passes à la télé, tu fais du hip-hop. Enfin, voilà, c'était un peu bizarre ce truc qui s'est passé, quoi, sur ce début de carrière, quoi. Et après, ben, D'ailleurs, à ce début de carrière, quand tu dois dealer entre ta vie au collège, ta vie scolaire, ta vie de personne normale, entre guillemets, et la vie de la rue, la vie des entraînements, la vie des plans un peu business, du hip-hop et tout. Ensuite, tu as fait quoi? Tu as continué les études? Tu as réussi à continuer la double vie? Tu as fait quoi en bah, en fait, parallèle de ça? ça a été bizarre. Il y a eu vraiment comme un blackout, quoi. Ça veut dire, une fois que l'émission de Sydney s'est arrêtée, que le Trocadéro, bah, c'est plus été l'endroit où les danseurs y venaient, mais ça a plus été repris par des mecs qui faisaient du roller. C'était un gros spot de roller à l'époque, où les mecs qui faisaient des sauts. Moi, j'ai des potes de classe qui allaient là-bas, et ça faisait des gros concours et tout de roller, quoi, tu vois. Et on a tous fait du roller, j'en avais, hein. On achetait les roues Cryptos et tout, on était dans le truc roller à bloc, hein. Mais du coup, 85, ça a commencé déjà à redescendre pour moi. Et puis plus les mêmes endroits, la salle Paco Rabanne finie, tu revois plus les gars. Et puis comment tu vas les voir? Les mecs sont à Aulnay. Moi, c'est une anecdote, mais je l'ai déjà dit. Mais un mercredi, on allait au Troca le mercredi. Donc le mercredi, je vais au Troca, il y a Blaise qui est là, et il me dit ouais David, samedi, on fait
je sais pas, c'était comme une boum, un truc, voilà, au quartier, machin. En fait, au quartier, eux, c'était dans les caves, c'était dans les cases, vraiment des immeubles, quoi. Mais eux, c'était vraiment la cité des 3000, hein. Ils habitaient à Aulnay, quoi. Et donc, rendez-vous au Trocadéro. Du coup, on va à Aulnay, je me retrouve avec eux. Imagine, hein, petit blanc yeux bleus avec ses gants blancs, que avec, tu vois, c'est beaucoup de Congolais, eux, hein. La famille Truand, Blaise et tout, tu vois. Là, t'es vraiment dans le truc, quoi. C'était l'ambiance underground, quoi. Tu vois, que trois quarts de black. J'ai pas le souvenir. Il y avait Kless qui était là. Le seul qui était là aussi, bah, c'était Bounty. C'est un asiatique. Mais tu vois, t'es dans ce mix culturel qui est là. Mais c'est des bons souvenirs, quoi. C'était chaud, mais voilà, c'est un souvenir, moi, qui reste vraiment gravé. Et on en reparle après. Moi, j'en reparle avec Kless, avec Blaise et tout. C'est vraiment, même Bounty et tout. Voilà, ça restera une après-midi où, bah ouais, j'étais venu danser là-bas, quoi. Tout seul, c'est un truc de fou. Quand j'y repense, tu dis c'est hallucinant, quoi. C'est pour moi prendre le RER, c'était limite partir en vacances, quoi. Aulnay, enfin tu vois, l'aéroport il était même pas construit encore à cette époque-là, c'était des champs là-bas, hein. Ouais. Eh ouais. Et pour revenir Donc sur un truc que tu as dit, tu dis que tu étais blond, aux yeux bleus, petit et tout ça. Est-ce que tu as senti que tu avais des moments où tu étais un peu mis à l'écart par rapport à tout ça ou pas? non, non, non. Et puis je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait moi mon grand-père il est antillais. Donc moi tous les étés quasiment j'allais aux Antilles, quoi. J'allais en Martinique. Donc la culture black chez moi, elle est présente dans le sens où, bah, au niveau des plats, de la musique, moi j'écoute du zouk, hein. Bah, j'ai grandi avec Kassav, enfin voilà, quoi, tu vois. Moi tous les plats, j'achète encore de la canne à sucre. Enfin tu vois, je suis dans ce goût-là, quoi. Donc pour moi c'est important. Voilà, je suis un bounty, quoi. C'est un peu noir à l'intérieur, quoi. Donc j'allais souvent là-bas. Et d'ailleurs, quand j'allais aux Antilles, j'ai rencontré plein de danseurs, moi, dans les années 85 et 87, 88. Fox, David Mator, des danseurs aussi qui étaient là, ou après j'ai oublié les noms, mais je sortais en boîte avec ma cousine, avec les potes là-bas. Enfin voilà, quoi. J'ai aussi ce parcours hip-hop dans les Antilles, et vraiment c'était fort là-bas. Il y avait beaucoup de trucs, il se passait beaucoup de trucs. Parce qu'en plus, ils avaient le câble. Eux, ils arrivaient à se connecter aux chaînes américaines, parce que les Caraïbes, c'est pas loin. Donc déjà, au niveau des infos, ils voyaient des trucs que nous, on voyait pas en France, hein. Donc on ramenait des infos, hein, moi, quand je revenais, hein. J'aimerais bien qu'on profite de t'avoir sous la main aussi pour le côté historien que tu as et que t'es. Tu passes pas mal de temps à faire des recherches, que ce soit sur la musique, la musicalité, sur l'histoire de la culture hip-hop sous ses différents aspects, que ce soit le graphe, je sais que tu graphes, le DJing, etc. et que t'as une grande connaissance de ces choses-là. Et là, tu nous parles du continent américain, à cette époque, avoir la chance d'avoir l'information de ce qui se passe aux États-Unis au niveau du break et du hip-hop. Est-ce que peux nous faire un petit résumé de comment le break s'est développé? Parce qu'à un moment donné, le break est né aux États-Unis, puis ensuite il est arrivé en France, et il y a quand même eu un moment donné où le break est quelque peu mort aux États-Unis et où il a survécu un petit peu en France, Bien avant sûr. ensuite de repartir aux États-Unis. Toi, tu as connu cette époque? Ouais. Je l'ai. Alors, je l'ai pas vraiment connu, moi, à cette époque. Parce que, en fait, moi, 80, pour faire un petit retour en arrière rapide, c'est 85-86, moi, j'arrête, quoi. J'arrête de m'entraîner, quoi. À cette époque-là, on passe dans le graphe. Et en fait, de 86 à aller à 92, je me suis mis dans le basket. Moi, j'ai commencé le basket avec Jordan, quoi. 86, voilà, c'est le début de Jojo. Et moi, j'avais des cousins qui faisaient du basket, donc je suis tombé dans le basket et j'étais à bloc de basket. Mais en fait, je suis resté malgré tout dans la culture hip-hop sans même m'en rendre compte, parce que ben, on graffait, on taguait. C'était l'époque du terrain vague de la Chapelle, Stalingrad, Ticaret, les soirées du Globo, voilà, toutes les soirées. Donc, on a continué, sauf que moi, je m'entraînais plus, alors que
Par exemple, les actuels, eux, c'est une période où ils ont vraiment continué, ils ont vraiment développé ce qu'on peut appeler la French Touch. Moi, j'ai pas participé, j'ai manqué une période, moi, en fait. Voilà. J'ai manqué une période et je pensais pas forcément que j'allais revenir dans la danse, honnêtement. Donc du coup, tout ce qui est 90, moi je l'ai plus appris après par ceux qui l'ont construit. Par exemple, j'ai eu beaucoup de conversations avec Powan des Style Elements qui disaient que eux, ils regardaient beaucoup aussi les cassettes des Européens, quoi, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient un style de ouf. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, à New York, ils ont arrêté de breaker, quoi. C'était fini. Sauf que faut pas oublier cette partie importante aussi de l'histoire, c'est que Storm et Mauricio, ils étaient dans le même groupe et ils sont partis à New York. Ils ont rencontré les Rocksteady et après Mauricio, il est resté et c'est là où ils ont créé des liens, où il y a des choses qui se sont mis en place. Donc du coup, voilà, je pense que il y a les ponts ils se sont faits là. Ça a été très intéressant pour aussi une reconnaissance européenne. Donc voilà, les gars, ils ont pas Place Carrée, ça arrivait dans ces moments-là et les gars, ils ont commencé à vraiment développer les groupes. Il y a eu plein de groupes de break qui se sont formés dans ces années 90. Et moi, tu j'étais tu parles de la French Touch Ouais. qui est née à l'époque où Actuel Force, ils étaient en train de se développer, que le break était mort aux États-Unis, à New York notamment, Ouais. etc. La French Touch, il y a un gros héritage en France. Après, ça dépend aussi des régions de où on danse le break en France. Bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce que c'est quoi la French Touch et surtout dans le corps, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par danser comment? Ben moi, je pense que déjà, faut revenir sur le côté culturel. Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas que des Français, quoi, de souche. Ça veut dire qu'il y a de l'immigration. Et cette immigration, elle a ramené la culture de leur pays. Et c'est ça qui fait que nous, on est riches. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un quartier où, voilà, c'est mélangé. Donc c'est ça qui a fait aussi que on est riche aussi de culture et d'échanges. C'est parce que on est mélangé. Quand tu vas au Japon, quand tu vas en Corée, c'est que des Japonais et des Coréens. Enfin voilà quoi, c'est différent. Donc ils ont une autre façon de développer leur art et une autre façon de travailler. C'est pour ça qu'ils sont super forts aussi peut-être eux techniquement parce qu'ils ont cette exigence et cette discipline qui est très asiatique. Mais après il y a que des asiatiques. On n'a pas ça nous en France. Les États-Unis, c'est encore différent. Eux, ils ont l'héritage de l'Europe par rapport aux Irlandais, aux Écossais, aux Italiens, un peu les Français, les Juifs. Et après, tout l'immigration cubaine, portoricaine et tout. Mais je veux dire, en France, c'est pas pareil. Donc ça se ressent aussi, quoi. Tu vois. Moi, quand je vois Actuelle Force, à l'époque, on disait touche pas à mon pote, quoi. Tu vois, c'est ce truc-là de mélange, quoi. Tu vois, et je pense que dans le break, ça s'est ressenti quand tu vois un Karim Barouche, tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup le duo avec Gabin, après avec Hassan, Blaise qui était aussi très puissant, qui amenait une force incroyable dans ces enchaînements où quand moi on voyait des 19, les mecs ils envoyaient déjà des 7-8 tours, enfin voilà quoi, il y avait du lourd. Après tu avais des Ibrahim qui étaient tout légers, qui t'envoyaient, tu regardais ta montre tellement ils s'arrêtaient jamais dans ces phases. C'est des gars qui ont vraiment développé des directions et je pense qu'il y a un côté culturel à ça et le mélange quoi. Si t'es que avec des gars qui sont puissants, je pense qu'à un moment donné, tu bosses le puissant quoi. Puis c'est des gars qui ont développé du coup des techniques particulières, mais Complètement. ils ont même aussi revisité les footwork et les bases en plaçant leur bassin différemment à des hauteurs différentes. Complet. Ça s'est fait comment? C'est pour toi, comment on caractérise une position de base de footwork, par exemple, de French Touch? Le corps, il se positionne comment? Nous, on a un bel héritage par rapport à ceux qui ont commencé avant nous. Ça veut dire que un solo, déjà, il avait
posé déjà du style, il avait déjà posé des mouvements techniques. Solo, c'est celui qui était PCB dans l'émission de Sydney. Nico, c'est pareil. Moi, il y a des vidéos qui tournent encore de lui sur des pratiques en Italie, tout ça. Il a inspiré Mauricio, il a inspiré les Italiens. Tu vois, il était en avance sur son temps. Il faisait déjà des couronnes, des baguettes. Enfin voilà. Il y a un héritage, il y a un placement. Moi, quand j'étais minot, j'allais voir Nico. Il m'expliquait, il me faisait vite fait travailler des trucs quand on avait la chance de le voir, parce que c'est notre héritage. C'est ces gars-là qui nous ont permis aussi de continuer, parce que visuellement, quand tu les voyais, il y avait du style, quoi. Il y avait on parlait de toucher au sol, quoi. C'était pas un truc dégueulasse où tu sens que le mec il fait des footwork, mais il se fait mal, quoi. Non, il y a un vrai rapport au sol, il y a un vrai placement. Tu sens que c'est comme si le sol il n'existe pas, quoi. Tu vois, les mecs ils sont tellement fluides. Tu vois un Karim Monkey Style, tu dis putain, mais vas-y, c'est voilà. Il a développé un truc, c'est un autre délire, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, tu parles du rapport au sol et tout, et je me rappelle sur certaines vieilles vidéos où tu vois Gabin s'entraîner, où tu vois Karim s'entraîner, se donner des conseils. Souvent, on a une image un peu du hip-hop ou des danseurs hip-hop comme des danseurs bruts ou qui réfléchissent pas tant que ça à l'anatomie de leur corps, etc. Et sur certains extraits de ces vieilles vidéos, on voit Gabin qui explique très précisément comment il place son bassin, de quelle manière il dépose la main sur le sol. Et je trouve que c'est cool de le rappeler, parce que des fois on a l'impression que le break, tu vois, c'est un truc brut qu'on fait instinctivement et qu'on se pose par terre sans réfléchir, et que on a l'impression des fois que c'est la danse contemporaine qui a amené des notions précises de placement dans Non, l'espace, pas du alors tout. que dans le hip-hop il y avait déjà des soucis très minutieux, très artisanaux de comment on place notre corps, etc. Mais il y avait même un rapport à l'animal, quoi. Tu vois, t'es déjà un félin, quoi, dans l'histoire, quoi. Tu vois, quand tu mets tes mains, c'est comme un félin. Il a ses coussinets. Tu sens que, voilà, il est prêt à bondir. Il a ce toucher au sol, ce rapport qui fait que il est là, quoi. Tu vois. Moi, c'est pareil. Quand j'ai repris, c'est ça que j'ai retravaillé. Donc, c'est en revoyant ces gars-là et de me dire, bah ouais, mais c'est ça. Il y a le toucher. Et puis, faut parler d'esthétique. Le French touch, c'est pas seulement de dire French touch, c'est l'esthétique française. On a une esthétique. On a développé des styles, une esthétique, une façon de prendre ces bases qui sont nées là-bas, mais de les approprier et en fonction de toi, de ton entourage, de tous ces facteurs qui vont venir, comment tu vas développer ton art, quoi. Et c'est ça le combat que j'ai fait, moi, pour arriver aujourd'hui à me dire, bah voilà, j'ai développé mon style, parce que c'est ça, c'est le fruit de toutes ces années de connexion, d'échange, et le fait d'être humble et d'aller vers les autres pour prendre des conseils, parce que c'est important aussi d'avoir cette mentalité. On reste des bad boys dans l'âme, en se disant vas-y, on est dans le dur, mais après faut prendre sur soi et aller demander des conseils quand voilà, t'as besoin de conseils. Tu dis que quand tu as repris le break, tu as surtout travaillé ton toucher au sol. Comment tu l'as travaillé, ça, ton toucher au sol? Comment on peut travailler son toucher au sol? En fait, il y a plein de façons de le travailler, et j'allais dire, j'ai vite été, j'ai pas eu le choix, en fait, quelque part. Et des fois, dans l'exigence, c'est intéressant parce que t'as pas le temps de te poser trop de questions. Pour resituer, c'est Tony Mascotte. Moi, j'ai fait l'armée. Donc, quand je suis revenu de l'armée, je suis revenu au quartier. Tony Mascotte, donc qui a créé un point c'est tout, et qui donnait les cours à Smoking Briantine dans le 13e à Paris. Il était déjà bien en place, il avait déjà fait beaucoup de choses, il avait aussi été en Italie avec Junior Almeida. Voilà, il y avait déjà un background derrière qui était là, et moi je le connaissais pas parce que à l'époque, dans les années 80, il était pas là, je l'ai pas, voilà, où on s'est peut-être croisé, mais trop, voilà. Donc du coup, les gars du quartier, ils disent ouais, le danseur c'est David, donc on se connecte, on parle, lui il me dit viens à la salle, machin, donc je passe les étapes, je vais à la salle, et là je revois les danseurs, et à cette époque-là, il y a un danseur, un prodige, qui est arrivé après la génération de Ibrahim Dembélé, c'est Nel de Vagabond.
Donc B-Boy Nel, moi je l'ai connu, il avait 17 ans je crois, donc à la salle Paco Rabanne, et c'était déjà le petit prodige à Tony, il était dans Un Point C'est Tout. Et donc moi j'arrive à la salle, et du coup je rentre dans le groupe Un Point C'est Tout, je travaille avec eux, mais ça veut dire que je m'entraîne, ça veut dire que là je suis en formation. Autour de moi, j'ai que des légendes. C'est-à-dire que j'ai Régis Truchy. Au niveau des waves, c'est lui qui a redonné envie à tout le monde de faire du Smurf. C'est-à-dire au niveau des waves, du pop, de tout ça, avec Tony, les deux, là, c'est ceux qui ont vraiment redonné ce niveau, quoi. Il y avait Gemini en loc. J'étais avec Nel. Il y avait Fabrice, qui lui faisait aussi un peu de capoeira. Il était déjà dans l'ambiance, un peu comme Karim, dans l'ambiance freeze capoeira, il reprenait des trucs. Donc du coup, j'ai pas eu le choix, j'étais tout le temps avec ces gars. Donc ça veut dire que je me suis même pas posé de questions, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Donc je m'entraînais. Et ensuite, il y a Truand et Bertin, deux jazz rockers de Aulnay qui intègrent la compagnie. Ça fait du jazz rock, les steps de jazz rock. Hop, je prends du jazz rock et je fais du jazz. À un moment, j'étais tellement avec Truand que il me dit, tu fais du jazz rock au sol, David. Tes footwork, c'est du jazz rock. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser de questions. Le vrai travail du toucher, il est venu peut-être après, en vraiment me posant et aussi parce que à cette époque-là, on n'avait pas le choix aussi pour vivre, c'était de donner des cours. Donc, dès le départ, je me suis vite retrouvé à donner des cours avec pas beaucoup de matière. Donc, il a fallu que je structure, que je développe, que je travaille sur cette pédagogie en me disant, faut pas que je fasse de la merde, quoi. Donc, j'avais la chance d'avoir un bon héritage des années 80, mais en même temps, on était en 95, quoi, tu vois. En 10 ans, il s'en est passé des choses. Et le niveau, il était quand même bien là, quoi. Faut pas oublier qu'il y avait déjà les Battle of the Year, il y avait quand même des grosses soirées, il y avait plein de choses qui se passaient. Les étrangers venaient à Place Carrée, enfin, voilà, il y avait un niveau européen. Storm, il avait sorti sa cassette solo. Enfin, voilà, au niveau du break, il y avait du niveau, quoi, en Europe. Donc moi, je regardais ça d'un œil, mais en même temps, je transmettais. Et c'est grâce à cette transmission que j'ai pu faire un travail aussi sur moi. Parce que j'avais quand même cette pédagogie et j'ai quand même été bien formé par Tony et ça m'a vraiment permis de travailler plein de choses en même temps et de me focaliser dans mon break parce que j'étais aussi beaucoup avec Nel parce que on était le duo de break du groupe, quoi. Et encore un duo, ça veut dire que là, Un Point C'est Tout, le duo c'est Nel et moi, c'est-à-dire que quand on fait la Villette en 96, déjà on est en train de poser un truc. On a été le premier duo à faire un duo de break aussi carré. C'est-à-dire que moi, j'ai des gars du jazz rock qui sont venus me voir, ils m'ont dit, David, c'est un truc de fou ce que vous avez fait là. Il n'y avait pas de breaker qui faisait aussi carré sur scène, tu vois, déjà dans le mélange et tout, quoi. Tu vois, on avait déjà... c'était même les prémices de forme, j'avais envie de dire. Donc, voilà, ça permet déjà d'avancer, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à une autre question que je me pose souvent, c'est à partir du coup de ce que tu as appris autre que le breakdance, donc le jazz rock, la capoeira, le smurf et tout ça, comment tu arrives à l'intégrer dans le breakdance? Parce que ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Et les smurfs et tout ça, genre quand tu es au sol, j'ai l'impression tu fais du popping, tu fais du smurf, tu fais tout. Comment tu fais? Comment tu arrives à l'intégrer? Mais ça, je pense aussi, c'est parce qu'à un moment donné, alors je sais pas si ça m'a permis de pouvoir le développer, mais j'ai pas été dans un groupe de break où j'étais H24 dans un training avec des breakers, avec des breakbeats, avec ça tous les jours et dans cette vibe de break. Moi, j'étais dans une vibe où quand j'arrivais dans la salle, ça écoutait du hip-hop, ça écoutait du pop, ça mettait de la funk, ça mettait du jazz rock. Donc à un moment donné, moi je m'entraîne en break, mais les musiques, je suis pas sur du breakbeat là. À un moment donné, je vais avoir des sons de house, donc je vais pulser différemment. Vu que moi, ma base, c'est le son. Donc automatiquement, je peux pas passer outre la musique. Donc quand les mecs ils vont mettre du pop, je vais être obligé de faire du footwork avec des arrêts pop, quoi. Un truc où je boum, tac, tac, boum. Tu vois, il y a ce rapport là au sol où donc je suis obligé. Et après,
Et les mecs, ils sont déjà dans le truc. Donc moi, je vois Régis. Je dis, putain, mais ça défonce. En vérité, je peux faire une wave comme ça. Bam, je fais un arrêt. Hop, je pars en footwork. Parce que c'est tous ceux-là, là. C'est ma famille, là, qui m'a donné à manger, en fait, en les voyant. Donc, à un moment donné, je vois les jazz rock, les heel-toe, point de talon, et hop, ça fait des crosses, des machins. Ben, dans mon break, à un moment, je m'arrête là. Et au lieu de faire des kick-out, ben, je fais du talon, pointe, talon, pointe. Et c'est là où tu commences à t'inspirer, à prendre. Mais c'est parce que la musique, ça avait rien à voir. Et j'étais pas qu'avec des breakers en train de travailler dans un truc break. Et donc toi, quand t'enseignes le break, dans ta pédagogie, à tes élèves, tu leur passes tout un tas de musiques différentes. Grave. À chaque fois, ils me demandent des sons, ils me disent « Oh, ce son peut… » Parce que c'est important d'essayer de leur faire comprendre que… Il faut pas qu'ils soient dans leur zone de confort. Ça veut dire le naturel, je vais pas leur apprendre leur naturel, ils l'ont. Moi, ce que je veux faire, c'est les mettre en danger. C'est-à-dire, votre pulse et votre énergie, elle est dans le breakbeat. Ok, on est sur du 110, 120 BPM, les gars. Ok, c'est mortel. Mais venez, on fait du 90 maintenant. On va voir comment vous arrivez à vous adapter en dansant 90. Fais ça avec les breakers, tu vois comment ils galèrent. C'est super dur. Pourquoi ? Parce que le premier ennemi du breaker, c'est l'énergie. Tu leur enlèves l'énergie, c'est très très compliqué. Donc les moves restent les mêmes, la vitesse descend, et donc ils ont du mal à gérer cette énergie-là. Parce qu'ils sont là. Et là, tu leur demandes d'être comme ça, mais de garder le même move. Et c'est quasiment impossible, parce qu'ils sont tout le temps dans ça. Et c'est ça qui est intéressant à un moment donné, c'est de revenir sur d'autres choses pour travailler aussi le contrôle. Et d'ailleurs, on est en train… le temps passe vite et on va plus avoir beaucoup de temps à parler. Et j'aimerais bien quand même qu'on ne termine pas la discussion sans avoir vraiment abordé le thème de la musicalité, parce que je pense que c'est un thème qui est important, et c'est aussi important d'en parler dans l'époque du break et du hip-hop qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a des vrais fondamentaux dans la musicalité, il y a des vraies connaissances, et que c'est bien, je pense, de les éclaircir, parce que des fois, j'ai l'impression qu'elles sont pas bien transmises. Donc, on va essayer un petit peu de disséquer tout ça. Je te lance une première question pour aborder le sujet, puis ensuite, on voit comment on peut en parler. Mais imagine que toi, tu as 30 minutes là t'as 30 minutes avec quelqu'un qui connaît pas grand-chose à la danse, et tu dois lui transmettre en 30 minutes l'essentiel de la musicalité. Qu'est-ce que tu lui transmets ? Il y a des bases. Déjà, j'essaie de lui faire comprendre la différence entre le temps et le rythme. Et c'est ce que je fais à chaque fois quand je fais mes cours. À chaque fois, j'arrive, je leur dis, donnez-moi la définition du tempo et donnez-moi la définition du rythme. Le rythme, c'est le tempo c'est le rythme. Non. Ils vont ensemble, mais ce sont deux bases différentes. Le tempo, c'est la vitesse. Il faut qu'ils comprennent que la vitesse, elle varie. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'un rythme peut varier dans la vitesse. Et tu as l'impression que c'est même plus le même rythme parce que il est très très lent ou il est très très rapide. Mais le rythme ne change pas, le temps change. Des fois, les gens sont pas sur la musique parce qu'ils sont pas sur le tempo. Ils sont pas sur le clic. Ils sont pas, comme on dit en musique, ils sont pas sur la pulse. Ils ont pas cette pulse. Ils la gardent pas. Cette pulse, c'est notre groove, c'est notre feeling, c'est ce qui va faire que on va commencer à envoyer. On va commencer. C'est juste quelqu'un qui se garde devant chez moi, mais je vais le bloquer. C'est juste en fait le fait d'être clair avec ça. Un accent, c'est encore différent. Ça veut dire, c'est des choses qui viennent se rajouter. C'est comme si tu mets des épices. Tu fais ton plat, ta structure, et ensuite tu mets les épices. Un son funk, la base, c'est basse-batterie. Un son jazz, la base, c'est shuffle contrebasse. Ensuite, les autres, ils viennent se placer. Le piano, les cuivres. Les cuivres, c'est les accents. Quand vous regardez les lockers, ils prennent les cuivres. Mais la structure de base d'un son, c'est vraiment la batterie et la basse. Pourquoi le bassiste, il est toujours à côté du drum ? C'est parce qu'ils partent sur le 1 en même temps. Et la contrebasse, elle est à côté aussi du batteur. Et ben c'est pareil. Il n'est pas à 10 km, il est à côté. Parce que pour lui, ils sont ensemble, ils ont besoin de ça. Et quand tu veux comprendre ta danse, il faut que tu comprennes la musique. Moi, j'ai des gens, ils me disent « Ouais, je veux travailler ce style. » Ben, d'abord, écoute la musique. Écoute cette musique, imprègne-toi. Essaye de la comprendre. Essaye, sans réfléchir, de voir comment elle te fait bouger, elle te fait pulser. Voilà. Après, on travaille la technique. La technique, c'est rien. Tu prends des heures, tu travailles les mouvements, il n'y a pas de problème.
Mais des gars qui font que de la technique, qui comprennent pas la musique, ils danseront jamais de leur vie. Et je leur explique, si vous dansez pas parce que vous comprenez pas la musique. Et c'est important de la comprendre. C'est comme si tu la touches. Et ce truc-là, eh ben, c'est ce que je fais de plus en plus parce que malheureusement, on n'est plus beaucoup aussi à pouvoir le transmettre et parce que on fait des recherches et parce que maintenant, entre le fait de faire des claquettes, de faire de la batterie, d'être avec des musiciens, je la comprends encore plus. Je comprends les temps, les musiques en 6 temps, en 9 temps, le 12, les 12 temps, le ternaire, tout expliqué. Comment la trappe vient du reggae parce que la caisse claire elle est sur le 3, tous ces trucs là, tu peux pas groover pareil sur un son trap parce que c'est pas du boom clac, parce que la caisse claire elle est sur 3 et quand sa caisse claire elle est sur 3, ça n'a rien à voir avec le 2 et le 4. Et tous ces trucs là, si tu ne le connais pas, si tu n'essaies pas de le comprendre, tu le danseras pas. Et donc un danseur qui veut être musical en battle ou en jam, ou en tout cas un danseur hip-hop qui veut être musical, est-ce que c'est un danseur qui simplement va s'entraîner à choper en freeze l'accent de trompette qui est sur le 1 et sur le 5, ou est-ce que c'est autre chose que ça? C'est quoi être musical? Moi, j'ai toujours dit, quand je juge ou quand je parle de musique, je ne juge pas les accents. Les bébés prennent les accents. Faut arrêter avec les accents. Les accents, c'est pas être musical. C'est pas ça la musicalité. Être musical, c'est rentrer dans la musique. C'est pouvoir voyager dans ce qu'on appelle les intonations. La structure avec la batterie, la basse, le rappeur. Les ingénieurs, quand ils font leur niveau, ils travaillent de ça. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent que le rappeur il soit un peu au-dessus et puis les cuivres, ils vont être en haut. Mais en dessous, tout ce qui est deep, toute la couleur, toute l'ambiance, tout ça, faut être capable. En musique, il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ont la rythmique. Mais il y a la mélodie. Et la mélodie, elle est importante. Il faut être capable de danser sur la mélodie. Il faut être capable de prendre un son, comment on appelle ça? Il faut être capable de prendre un son continu. Pas que saccadé, mais continu. Là, une fois que tu comprends que tu peux être drum, que tu peux être mélodique, et moi, j'allais dire ce qui me saoule depuis quelques temps dans tous les battles par rapport au break, c'est qu'il y a moins de mélodie et il n'y a plus de voix. La voix, c'est l'émotion. Quand, à l'époque, ils allaient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de chanter, ils allaient dans les gospels, c'est l'émotion. C'était le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Et quand on voit des Aretha Franklin, des Whitney Houston, toutes ces divas de voix, c'est l'émotion. Et ils ont enlevé l'émotion. L'émotion, c'est passé par les rappeurs dans les années 90, avec leur flow, avec tout ça. Et c'est super important, en fait. En fait, ce qui est important de capter, c'est rythmique, mélodie et le vocal. Donc en une demi-heure, à quelqu'un qui veut avoir les bases de la musicalité, tu lui apprends ça. Le tempo, le rythme. Déjà, il part avec des trucs à travailler. Si tu lui donnes pas de... Ça va et toi? Ouais, cool. Ouais, j'ai vu que c'était toi. Si tu lui donnes pas des choses à bosser, le mec il est perdu. C'est comme, voilà un exemple. Le mec il a jamais mis les mains au sol, il vient dans un cours de break, il a jamais breaké. On va lui apprendre quoi? Le six step. Grosse erreur. Grosse erreur. Les premiers mouvements de break c'était pas les six steps. On a d'abord fait des hooks, on a d'abord fait du up rock pour descendre, monte descend. C'est ça les bases. Up rock, je monte, je descends, je travaille des sauts, je travaille des ouvertures. Bam, là. Le travail du bassin, il monte, il descend, hop, je suis en bas, dans ma position, tac, je fais des hooks, je tourne, hop, je me déplace. Regardez tous ceux que... Moi, j'ai fait plein de stages où je voyais des gars donner des cours ou avec des minots et tout, mais c'est une catastrophe. Les positions, elles sont horribles, il n'y a aucune notion, il n'y a pas de notion d'axe, de déplacement, de position, de transfert de poids, il y a des notions à donner aux gens. Moi, quand je fais les stages, de plus en plus, je leur dis, vous avez une responsabilité. Alors, ne donnez pas de cours. Parce que vous êtes aussi dans la suite de ce que nous, on a fait. Donc, ne défaites pas tout ce qu'on a mis en place, parce que ce qui est important, c'est que les gens, ils évoluent. Et automatiquement, quand tu es professeur, les gens s'identifient à toi. Les minots, ils vont s'identifier à toi. Tu es le deuxième papa. Et c'est important. Donc, si tu dis de la merde, le petit va manger de la merde.
Donc il faut vraiment avoir cette responsabilité, mais vraiment. Et moi, je le vois parce que je fais de l'animation, parce que j'ai le BAFD, je suis directeur de centre et j'ai fait beaucoup d'animation. Et que dans l'animation, on a une responsabilité. La sécurité, c'est la base. C'est important. Donc voilà, à un moment donné, si tu donnes pas de direction de travail aux gens, ben voilà, ils vont mettre plus de temps à comprendre les trucs. Après, ce qui est important, c'est le laisser aller, le lâcher prise, le freestyle, la folie, le fait d'être un peu même dégueulasse au sol, parce que mais ça c'est toi. Mais ça c'est le naturel de chacun. C'est comment eux ils vont s'approprier cette base et ils vont la reproduire à leur façon. Mais on parle la même langue. Dès le départ, on parle la même langue de la musique et de la danse. Donc ça n'empêche pas que son style, il est un peu dans son énergie, mais peu importe. C'est son style à lui. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi, j'ai pas envie, quand je donne des cours, que les gens ils me ressemblent. Ça sert à rien. Mais ça marchera pas en plus, les gars. Je veux dire, les copies, enfin, tu vois, ça sert à rien à un moment donné. Voilà, puis ça fait pas partie de notre culture de base. On veut être authentique, on veut développer notre truc. Te donner des choses pour que tu comprennes et machin, oui, mais reproduire des trucs, enfin voilà quoi. Je me rappelle, je t'ai croisé en battle, j'avais fait un battle en Suisse, Straight to the Floor, je crois que ça s'appelait, je sais plus quelle année. On avait discuté un peu à la fin et tu parlais un peu de musicalité et de ce que tu mets en place toi dans ta tête, dans ton écoute, avant d'entrer au milieu, avant de te mettre à danser. Et Exactement. peut-être qu'on peut dire quelques mots là-dessus parce que des fois on a l'impression que le passage démarre quand on est au centre et qu'on danse, alors que le passage et notamment l'écoute, ça démarre avant. Tu parlais du fait de prendre le temps d'écouter. Est-ce que tu peux résumer ce qui pour toi est bon de faire pour se mettre dans la musique, pour comprendre une musique, que ce soit en Je battle ou en... pense que c'est l'éducation du cercle, hein. Moi, je le fais avec mes petits, tu vois. Il y a des gens, ils attendent tellement qu'ils rentrent pas dans le cercle. Donc, à un moment donné, faut se jeter à l'eau pour pouvoir prendre l'énergie des autres pour ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre l'énergie. On appelle ça le cypher. Mais pourquoi on appelle ça le cypher? Mais parce que c'est chaud autour. Mais c'est pas chaud en restant en glaçon. C'est parce que les gars, ils sont chauds, ils sont là. Donc, déjà, le corps, il bouge. Mais quand il bouge, il s'imprègne déjà du temps, il s'appelle de la pulse, il est déjà dans le truc. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est-à-dire que si t'attends les bras croisés, et puis après tu rentres, et ça reste pour moi démonstratif, c'est-à-dire je viens vous montrer ce que je vais faire, mais en démonstration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présentation. Le cercle aussi, c'est la présentation. C'est-à-dire, je me présente. Donc, je peux tourner, je peux rentrer en glissade, je peux faire une accro. Ça donne une présentation de à qui vous avez affaire à ce moment-là. Et ensuite, c'est la façon que tu vas utiliser ta technique, tes mouvements avec le son. Mais tu l'auras déjà pris autour avant même de commencer. Et tu as la chance de rentrer dans... Enfin, tu as la chance dans ces moments de jam, de cypher, de danser sur le son que tu kiffes. Parce que quand tu es en battle, le son, ça se trouve, tu le kiffes pas. Hein. Mais t'as pas le choix, tu es obligé de danser. Ok, ben dans ce cas-là, j'ai une question. En battle, imagine, tu kiffes pas le son, mais il y a quand même des exemples de danseurs d'avant ou aujourd'hui qui, même s'ils kiffent pas le son, ils arrivent à mettre en avant, ils arrivent à sublimer un son qui, des fois, ils n'aiment même pas. Euh, Quand tu es en battle, c'est quoi des petits conseils que tu peux avoir avant de rentrer pour t'approprier le son, pour le comprendre, pour pouvoir ensuite danser dessus? Toi, tu fais quoi? Moi, je suis très rythmique, donc d'entrée, je vais essayer de capter la rythmique du son. Si ça fait poum, ka, tutum, ka, tum, ka, tutum, ka. Si déjà mes steps ils sont sur ça, les gens ils vont voir que je suis connecté avec le son. Donc déjà c'est voilà, je suis dedans. Ou alors il y a une mélodie qui rentre et je vais rentrer sur un truc plus smooth, plus relâché et récupérer la mélodie. Mais il va falloir que j'avais fait un interview une fois, j'ai dit il me faut des informations pour danser. Et ben c'est à ce moment-là ces informations. Je vais essayer de prendre des infos, même si le son je le kiffe pas plus que ça, ben il va falloir que j'arrive à le kiffer quoi. J'ai pas le choix. Et ça revient au plat. Ta mère, elle te fait un plat, tu dis, ah, j'avais pas envie de manger ça aujourd'hui. Ouais, mais mon pote, si tu manges pas, ben, tu vas te coucher sans manger. Il va falloir que tu trouves, tu vois, tu vas falloir que tu apprécies quand même dans le plat des trucs, quoi. Et alors, aujourd'hui,
Et peut-être qu'on peut aussi parler des breakers d'avant. Si on se centralise vraiment sur le break et sur le battle, il y a qui pour toi comme danseur de break, comme b-boy ou comme b-girl, qui est musical? Il y a quoi comme référence, toi, que tu as de danseur de break musical d'avant et d'aujourd'hui, s'il y en a pour toi aujourd'hui, qui remplissent ce rapport-là à la musique? Moi, j'ai toujours aimé le rapport de Salomon, parce qu'après, je me retrouve aussi, tu vois, toute cette école de Rennes, Bruce, Salomon, c'est des gars, voilà, qui font plaisir parce que même si c'est la famille, tu vois, on a un point commun, mais voilà, j'aime leur façon qu'ils ont développée et puis qui reste quand même musicale, quoi. Vraiment, il y a ce truc-là, quoi, qui est vraiment intéressant. Après, bah, c'est pas forcément très musical, mais j'aime bien Pac Pac, j'aime bien son énergie, j'aime bien sa façon de, tu vois, Lil Zou aussi, j'ai fait pas mal de, j'ai eu la chance, tu vois, de le rencontrer, d'échanger, de cypher et tout avec lui, tu vois, j'aime bien ce gars aussi. J'aime bien sa façon un peu dirty, un peu, tu vois, ce truc-là. Voilà, c'est intéressant aussi. Après, honnêtement, j'avoue que depuis quelques années, je suis un peu déconnecté de la scène break. Hein. Je connais pas trop la nouvelle génération, je regarde pas les vidéos. Je, je pourrais même pas dire là, c'est un peu chaud là. Et dans les danseurs de break d'avant, t'as quoi comme référence de danseur musical? Avant 80, avant Plutôt en même termes pas. de break. Des gars, bah moi j'ai beaucoup été avec ouais, Jérôme et Lao, c'est le style de Karim, Créteil Style. Moi j'ai vraiment kiffé Roméo. J'aimais bien leur façon de bouger, voilà ce style-là. Bien sûr Karim, voilà cette énergie, l'énergie de Mauricio aussi. J'aime beaucoup, tu vois ce break b-boy, tu vois très rentre dedans et explosif et tout, tu vois. J'aime bien. Et après, à l'étranger, moi, ça a beaucoup été Remind, quoi. C'est des gars avec qui j'ai beaucoup échangé. On a fait pas mal de choses. Et voilà, c'est des gars avec qui je kiffais m'entraîner, quoi. Il y avait une bonne vibe, tu vois, quand ça cerclait, quoi. Tu dis que tu suis plus trop l'actualité du break. Il y a une raison? Ouais, de ouf. Hein? Il y a une raison? Pas du tout, non, je sais pas. Après, honnêtement, je suis pas très réseau dans le sens où je regarde pas de vidéos, moi. Moi, honnêtement, c'est des potes ou c'est mon frère qui m'envoie des trucs, il me dit ah, regarde ça, c'est mortel et tout. Moi, je suis quelqu'un qui bosse, hein. Tu sais, je viens à l'école, je fais mes trucs, mais après, je vais m'entraîner, quoi. Tu vois, je vais faire mes claquettes dans la journée. Enfin voilà, quoi. Pour moi, c'est une perte de temps de regarder les autres, quoi. Je préfère les voir en vrai, cerclés, cypher et voilà, quoi. J'ai pas grandi avec ce truc-là. Ouais, j'ai du mal. Alors par contre, étonnamment, comme je graffe aussi, je vais plus aller regarder des gars qui gravent des trucs ou regarder des tutos sur. En ce moment, je regarde des tutos sur toute la culture cubaine avec la clave, avec les congas, tout ça. Un gars qui explique super bien le placement, l'histoire et tout. Voilà, je vais regarder ça. Je préfère prendre une heure de mon temps à regarder, à lire un truc sur ça que de regarder enfin voilà, des breakers, quoi. Je préfère les voir en vrai, quoi. Je les découvre de ouf. Après, c'est ma vision, quoi. Moi, je poste jamais rien, hein, quasiment. Hein. C'est les gens qui postent plus des trucs de moi. Hein. Enfin, tu vois, j'ai pas le réflexe de me filmer et de poster tout de suite, quoi. Je trouve ça dommage parce que du coup, les gens, ils ont plus cette surprise. Les gens, ça fait longtemps, ils m'ont pas vu breaker, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, Bah ouais, mais moi, je m'entraîne tout le temps. très bonne transition. On a un petit rituel pour la fin de l'interview. C'est que on demande à la personne qu'on a reçue avant toi de te poser une question et de te décrire en 3 mots. Alors, la personne qu'on a reçue juste avant toi, c'était Amjad. Amjad. Et Amjad, en 3 mots, il t'a décrit, il a dit footwork, stylé. Et ensuite, il cherchait un mot un peu du sud, mais du coup, il a dit marseillais. Et, oui, ça fait 20 ans que je suis à Marseille. et du coup, il t'a posé une question, et ça revient à ce que tu disais. La question qui se posait, Amjad, c'est pourquoi est-ce qu'on te voit plus dans les jams? Pourquoi on me voit plus dans les jams? C'est ça la question qu'il a posée? Ouais, c'est ça.
Bah c'est pas vrai, j'ai fait la jam de Move On cet été. Ok. Nathanaël, il a organisé une jam de ouf. D'ailleurs, Amjad, il devait venir, Yuval, il l'attendait. Ok. Après, ouais, tu peux pas déjà être partout. Ça me fait penser des fois à des questions. On me dit, ouais, mais David, tu viens jamais à notre événement. Bah, désolé les gars, mais enfin, moi je bosse aussi. Tu vois, à un moment donné, je suis amené sur des events, enfin, tu vois, tu peux pas être partout, quoi. Quand on avait la chance de être sur des events, sur des trucs, donc il y a que 4 week-ends dans le mois, ça va vite, quoi. Et puis on sait très bien que les events, c'est, allez, février, mai, juin, tu vois. Après, il y a des temps creux. Enfin, tu vois, souvent les mecs, ils organisent en avril, tu vas avoir 60 événements, quoi. Et puis en octobre, il y en a pas un. Donc c'est dur d'être partout, quoi. Non, moi, enfin voilà, si je peux y aller, j'y vais, quoi. Au contraire, je cercle, j'ai passé un moment de ouf. L'année dernière, c'était vraiment le feu, quoi. D'ailleurs, je préfère ça au. C'est plutôt pourquoi tu fais plus jury dans les battles. Ça serait plutôt ça, cette question, tu vois. Je me pose une question. Bah, parce que je me retrouve plus dans les battles, quoi. Botti, Red Bull, enfin dans les gros events, je me retrouve pas, quoi. JO, voilà, non, m'appelez pas, les gars. Ça sert à rien. J'ai rien à faire là-bas, quoi. J'ai pas envie d'y aller. Je laisse ma place à d'autres, voilà, qui se retrouvent. La personne qu'on reçoit juste après toi, c'est Bruce Wayne. Oh purée, comme par hasard. Est-ce que tu peux le décrire en 3 mots? Alors c'est énorme parce que c'est bizarre la vie. Bruce Wayne, on n'avait pas eu l'occasion vraiment de se connaître, vraiment hein, de chiller et tout. Il est venu à Marseille cet été et on a fait la jam ensemble. C'est-à-dire qu'on a été à la mer, on a graffé ensemble et c'est trop fort que vous me posez cette question. Bah pour moi Bruce Wayne c'est voilà c'est le b-boy ouais c'est le b-boy authentique quoi tu vois c'est le gars tu le regardes danser c'est un b-boy quoi. C'est un b-boy. En plus, c'est un b-boy dans la culture, c'est-à-dire que le mec qui graffe, il fait de la musique. J'ai l'impression d'avoir comme un petit frère, quoi. Tu vois, c'est un gars, il est comme moi. Voilà. J'ai plus de 3 mots là, David. Comment on trie nous maintenant? On dit quoi? Ah merde. On dit authentique. Authentique, b-boy et voilà, et je dirais ouvert d'esprit, quoi. Tu vois, le gars, il est là, quoi. Tu vas lui dire, viens, on fait ça, bah vas-y, viens, on y va. Ok, et si tu dois lui poser une question, qu'est-ce qu'on lui demande de ta part? Bah, dis-lui, ça fait 1 an que j'attends qu'il s'installe à Marseille, quoi. Ok, on lui dira. Quand tu veux, quoi. Voilà. Cool. David, on arrive sur la fin de l'interview. Avant, Bah, c'est un plaisir de ouf. Une petite question sur ce que tu fais, notamment Bruce m'a parlé des stages de musicalité que tu organises avec un batteur. Moi, ça m'intéresse vachement et je pense que ça peut intéresser pas mal de danseurs. Avec grand plaisir. Quand est-ce que tu fais ça? Combien de temps ça dure? Moi, ça la demande. Le problème, c'est de le faire ici, c'est compliqué. Moi, je le fais là sur des formations, comme je suis amené à le faire sur les formations professionnelles. Donc après, le projet, je peux même vous l'envoyer, il est écrit, le dossier, il est là. Voilà, ça c'est un truc que j'avais mis en place avec SCAD à l'époque de Stylo Style, parce que j'avais connecté avec Jocelyn, le batteur de l'époque. Et quand on avait fait Stylo Style, j'avais chorégraphié, j'avais dit mais c'est trop mortel de faire ça, et on avait fait des stages de formation tous les deux, quoi. Ensuite, je l'ai fait avec mon prof de batterie, Philippe, qui est sur Marseille. Bah, c'est toujours plus pratique, et parce que c'est mon prof de batterie, donc aussi c'est important de parler de ce que tu fais aussi. Donc voilà, non, mais le dossier il est là quand vous voulez, les gars. Ok. Vas-y, bah grave. Bah écoute, avec l'association, on fait pas mal de trucs. On fait Who Got the Flower, mais aussi d'autres choses d'éducation. Vous m'envoyez le mail, je vous envoie le projet, vous regardez, et avec plaisir. Hein. À l'occasion, on te fera venir. Ça marche. Ouais, c'est un truc ça fait du bien. C'est un bon moyen de faire un état des lieux de la musicalité. Hein. Carrément. Ça m'intéresse. Ouais, vraiment. Ça nous intéresse. Ouais. Sans problème. Merci. Les gars, bientôt chez vous. Hein. C'était du lourd. Ça fait longtemps que je suis pas venu dans cette région-là. Tu devais venir tourner normalement en plus.
Ben, après, malheureusement, le battle, il a pas pu se faire l'année dernière, quoi. C'est dommage, hein. Non, Ouais. en avril prochain, on te réinvitera en avril prochain. Ben oui, oui. Bon, après, je viens chez Joachim en septembre pour l'événement parallèle. Donc là, la date, elle est tombée. Le pauvre, 3 fois, il annule déjà. 18 septembre. Ok. Cool. Bah, Voilà. on se verra là-bas. Hein. On se croisera Voilà, et là-bas à cette occasion. je vous tiendrai au courant. Peut-être que je vais monter à Grenoble. Là, j'ai eu Ska des Goudka, peut-être en mai ou en juin, un week-end, pour chiller. Voilà. L'occasion de faire des jams et d'inviter Amjad. Grave. Bon, David, à Les bientôt. gars, Ouais, à la prochaine. merci bien. beaucoup. Portez-vous bien. C'était un vrai kiff. Envoyez-moi le truc, je partage de mon côté. Et enfin, voilà, Vas-y. quoi. Au top, On fait t'assures. ça. Bah, On merci. reste ensemble. Toi, à bientôt. À la Vas-y. prochaine. Ciao, les gars. Ciao.